Épisode 13, le fétichiste, écrit par Chris Carter et réalisé par ce bon vieux David. Alors à noter que l'épisode s'appelait à l'origine Fascination, le comité de censure ayant mal encaissé les penchants nécrophiles du tueur, Carter a été amené à le rebaptiser Irrésistible. En France ce sera donc le fétichiste, et il est intéressant d'ajouter que dans le guide officiel de la série, vous pouvez trouver en facsimilé la couverture du scénario qui était donné à l'équipe et dans lequel on voyait une petite illustration rigolote ainsi qu'un petit sous-titre non moins amusant, Knickknacks for Necrophiliacs, qu'on peut traduire par ustensile pour nécrophile. Bon, ça rime moins bien qu'en anglais, évidemment. Le titre original signifie mot pour mot boîte à outils pour nécro. Comme pour Aubrey, on sent l'attachement de Carter à sonder les facettes les plus ignobles et malsaines de l'âme humaine. On a donc ici une belle paire d'épisodes poisseux qui préfigurent la sœur d'X-Files, Millennium. Ici, il va carrément franchir les normes, les limites des normes télévisuelles, car le fétichiste devait être à l'origine un nécrophile qui trouve la jouissance en profanant des cadavres. L'ambiguïté sur les origines du mal est toute la question de la seconde série Millennium. Le diable est-il une création humaine qui se nourrit des pulsions épouvantables, ou bien une réelle entité? Comme pour Millennium, le doute plane. Plusieurs fois, le fétichiste, d'ailleurs, prendra la forme du diable, à moins que cette forme soit une hallucination des victimes terrorisées, hypothèse plausible dans la mesure où ces victimes sont croyantes, ou bien ayant reçu une éducation catholique, comme c'est le cas pour Scully. Personnellement, c'est pour moi clairement de trop, en fait, ces visions d'épouvante. On dit que c'est un des rares épisodes n'ayant rien de surnaturel. C'est malheureusement corroboré par ça, et ça prouve aussi peut-être l'échec à rendre vraiment malaisant le personnage, pourtant très bien incarné par Nick Chinlund, qui a un physique totalement banal, mais par son jeu, ses yeux notamment, son sourire, il y a quelque chose de malsain et qui est évident dans la scène où il est à Pôle emploi et où il la complimente en fait sur la couleur de ses cheveux. On se souvient aussi de l'acteur dans le rôle du chasseur de primes qui traque Riddick dans les chroniques de Riddick avec Vin Diesel. Malgré tout, je trouve quand même que cet épisode n'est pas aussi effrayant et malsain qu'à l'époque. Faut dire qu'on a eu un peu d'actualité depuis cette époque. On a eu le 11 septembre, on a eu les attentats, les guerres au Proche-Orient, l'opération spéciale de la Russie, et puis pire que tout, on a Sodome et Gomorrhe au gouvernement, là, Macron et Attal. Donc on a carrément dépassé les limites de la normalité. On est bien d'accord que c'est tout à fait anormal de récolter des touffes de cheveux d'une petite fille morte. Faut clairement enfermer ça. Mais de là à voir Scully qui prend un air choqué, et je crois qu'elle sera jamais autant épouvantée que dans cet épisode, plusieurs fois on a l'impression qu'elle est à deux doigts de renoncer à l'enquête, eh bien je crois que quand même il faut pas pousser à la vue nettement pire, ne serait-ce que des pédophiles, dans certains épisodes ou dans le second film. Carter revendique en fait l'influence du serial killer Jeffrey Dahmer, donc ça me permet de faire une petite parenthèse sur la série Netflix que je trouvais vraiment formidable, et en plus on ne voyait aucun meurtre. Mais les aspects les plus dégueulasses, les plus putrides, il faut savoir aussi que Jeffrey Dahmer laissait en fait les corps se décomposer dans des barils remplis d'acide. Les voisins se plaignaient des odeurs de charogne. Donc on ne voit pas tout ça, et pourtant c'était très palpable. Donc voilà, je ferme la boucle sur la série Dahmer, avec une mention quand même pour le rôle du père joué par Richard Jenkins, qui était vraiment bouleversant dans le rôle du père, dépassé par ce fils dont il voit bien qu'il y a un truc qui cloche. Évidemment, il n'était pas au courant des meurtres à l'époque des faits, mais à la fin, quand son fils est emprisonné, et ce, malgré ces atrocités commises, eh bien, il arrive, au détour d'un regard et d'une réplique, à nous faire comprendre que, malgré tout, malgré cette révulsion, il y a quand même un amour paternel indéfectible. En gros, il se reproche presque plus à lui-même pour avoir peut-être loupé un truc dans l'éducation que les actes perpétrés par son fils. Et c'est intéressant pour moi de comparer la mini-série Dahmer et le fétichiste, voilà, parce qu'il y a quand même plus de 30 ans d'écart. La télé aujourd'hui est plus permissive, peut-être trop des fois, trop complaisante, et c'est pas bon non plus. Aujourd'hui, je crains que le fétichiste n'effraie plus grand monde. On peut continuer à trouver ça intéressant. Il reste quand même de bonne facture. David Nutter fait son job. Encore une fois, c'est un très bon directeur d'acteur. Mais visuellement,
il reste quand même un petit peu plan-plan. Il reste néanmoins une bonne étude clinique du sujet, hein. On suit quasiment le tueur en temps réel, hein, quand il fait ses démarches, il va sélectionner une prostituée, l'emmener dans son appartement, il fait couler le bain, etc. Mais on reste quand même dans les normes très normatives de la télé. J'ai presque envie de dire routinier, confortable. Voilà, on est très loin du 16 mm dégueulasse dans, par exemple, Henry, portrait d'un serial killer, qui avait fait sensation à l'époque. Hein, ça fait plus de 25 ans que je l'ai pas vu, je le reverrai bien. Donc film qui avait révélé l'acteur Michael Rooker et puis son réalisateur Joe Manogton. Donc c'est dommage, je crois sincèrement qu'il y a une séparation nette entre ce que l'épisode voulait faire et puis le résultat. Pourtant c'est un épisode qui est très souvent cité par les fans comme parmi les plus effrayants. Donc voilà, là je me porte à faux une nouvelle fois avec l'avis général. Bon, c'est pas grave. Il y a un petit peu d'humour quand même dans cet épisode, hein. On a par exemple Mulder qui est très réticent à accepter l'enquête, et puis la perspective de se rapprocher d'un stade où il va y avoir un grand match de football, ça le convainc de finalement accepter la mission. Donc voilà, je trouvais ça amusant. Donc un épisode que je mets plus ou moins au même niveau que Cobra Kai. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé que la qualité du scénario du fétichiste bénéficie d'un grand réalisateur comme Rob Bowman. Bon, on peut pas tout avoir, c'est pas grave. En tout cas, le fétichiste, on le reverra dans la saison 7, dans un épisode dont je n'ai gardé aucun souvenir. Moment fort, donc j'avais déjà cité quelques moments clés, notamment la scène à Pôle emploi que je trouve vraiment très très bonne, et aussi l'air malsain de Donny Faster quand il renifle les restes de poils qui glanent dans une corbeille. Je trouve ça assez dégueulasse. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme dit mon chef. Moi, mon truc, c'est de renifler les vieux bouchons de bouteille. Ça c'est c'est un Saint-Émilion grand cru, ça. Ouais, ils sont bons, ça. 2012.